Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Manon. Bonjour à toi, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va trop bien, merci. Cette saison, on parle d'entrepreneuriat et de parentalité et surtout de comment est-ce qu'on peut réussir à concilier les deux, parce que oui, c'est possible de concilier les deux. C'est possible. C'est possible. Nous pouvons en témoigner. Merci donc d'être ici aujourd'hui et de venir nous parler de ta vie de designer et de formatrice entre plein d'autres choses. Et je suis sûre qu'on rentrera un peu plus dans les détails après. Pour te présenter un petit peu avant que toi, justement, tu rentres dans ces fameux détails, tu es indépendante depuis 2013. Tu as un solo business aligné avec ta zone de kiff, tes valeurs et tes besoins. J'adore. Et surtout, tu veux faire participer d'autres personnes puisque tu veux que tes clients puissent faire pareil que toi. Ouais. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? À t'écouter, on pourrait croire que je suis coach business, mais J'ai retenu cette phrase parce que vraiment, je trouvais ça hyper chouette et ça me parle pas mal. Mais effectivement, je suis sûre que tu vas rentrer dans le détail de ce que tu fais. j'ai toujours une petite appétence pour le coaching, en tout cas pour l'aide sur la partie business, mais plus pour mes copains entrepreneurs que pour mes clients. Pour mes clients, par contre, ce que je fais, c'est que je leur donne des billes de design pour pouvoir mettre en valeur leur entreprise, pour pouvoir mieux atteindre leurs clients, pour pouvoir mieux communiquer avec leurs clients, pour pouvoir, en gros, renvoyer une image de leur business qui est alignée avec ce qu'ils ont envie de faire, de vendre, et donc d'être plus pertinent, d'être plus visible. Ok, très clair. Donc, je le fais par de la formation, mais aussi par de la prestation de service. Je fais pour toi ou avec toi. Ok. Et on rentrera sans doute dans le détail parce que tu as testé plein de choses depuis 2013 en termes de modèles et de business models. Et je trouve ça hyper intéressant aussi parce qu'on parle souvent des mêmes business models. Et je pense qu'il y a tout un panel à explorer. Oh, le teasing de la mort. Bref, on en parlera après. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc je l'ai dit en intro, tu es indépendante depuis 2013. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenue indépendante? En fait, je suis indépendante depuis toujours, moi. Donc, je suis née indépendante. Ouais. Ouais, en vrai. Ouais. J'ai des images de moi. Oh là là, je suis même pas au collège et je suis en train de faire la comptabilité avec ma mère sur la table de la cuisine. C'est de pointer les chèques. Ma mère est médecin, donc je pointais les chèques des patientes. Bref. Donc, non, moi, j'ai toujours été indépendante. Clairement, il y a un biais de... Pour moi, c'était possible dans ma tête d'être indépendante. J'ai toujours voulu être indépendante, mais j'avais quand même ce truc on m'avait dit, passe quand même dans une agence d'abord, fais-toi une expérience, va apprendre le métier sur le terrain, te lance pas comme ça tout de suite. Et en fait, j'ai cherché du taf et j'avais pas la grosse dalle. Clairement, mes parents, ils m'aidaient à payer mon loyer, j'avais les APL, enfin voilà, les aides. Et j'ai pas trouvé de taf, en fait. J'ai cherché pendant 9 mois. Et en fait, au bout de 9 mois, je me suis juste réveillée un matin en me disant, Manon, en fait, t'as des clients, tu travailles pour eux, t'as une micro-entreprise, tu gagnes autant de milliers d'euros par trimestre. En fait, peut-être qu'il serait temps d'arrêter de chercher un CDI. C'est ridicule, ton truc. Donc, t'avais quand même une micro en même temps que... C'est-à-dire que tu cherchais, t'avais quand même ta micro en parallèle, quoi. Je l'avais même depuis mes études, en vrai, la micro. Ok. Ouais. Mais c'était pour de faux? C'était pour jouer? Non, c'était pas pour jouer. En vrai, je l'avais pendant mes études. Je l'ai ouverte la dernière année de mon master. Ouais. Je faisais même du coaching à mes collègues de diplôme supérieur. Là, tu sais, genre, je leur expliquais les cotisations sociales, les statuts et tout ça. Et non, j'avais vraiment des clients, mais alors vraiment pas grand-chose. Peut-être, je me rappelle que j'étais pas affiliée à la Maison des artistes. Donc ça veut dire que je touchais moins de 8 000 € de chiffre d'affaires par an. Ouais. C'était vraiment... c'est juste pour que ce soit pas du blague, quoi. Ouais. Ouais, que ce soit un peu déclaré, que ce soit un peu encadré, oui, quoi. C'est ça. Mais en même temps, ça t'a permis de commencer à poser aussi des premières pierres. Et c'est rigolo, ce truc de, ok, je cherche du boulot parce qu'a priori, c'est ce qu'il faudrait faire. Et de mettre quand même plusieurs mois à te dire, en fait, pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, tout le monde me poussait, tout le monde me disait, ah là là, il faut que tu trouves un travail, comment ça avance ta recherche de travail? Et c'est moi un matin qui me suis dit, en fait, là, l'argent de mon travail, je l'ai, quoi. J'ai mon client. C'est là.
il est là maintenant, t'es indépendante en fait. Bref. C'est donc ça. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'était juste ça l'histoire, tu vois. Ouais, non, mais c'est donc ça le truc de dire, bah finalement, en fait, pourquoi chercher un travail que j'ai déjà créé? Et en plus, il n'y a pas d'histoire quelque part tu vois, de scission, de non, en fait, je veux plus faire ce que je faisais. C'est-à-dire que tu as commencé, en fait, à bosser dans ce pourquoi tu avais été formé aussi et qui te plaisait. Ouais. Et ça donne l'impression d'une transition hyper douce, en fait, ben voilà, je me forme et je commence à avoir des premiers clients alors que je suis encore étudiante. Et puis, ben, ça monte en charge gentiment. Et en fait, voilà, c'est quoi. ça. Ouais. Je travaillais beaucoup après les premières années pour dégager quelque chose d'honnête comme salaire, comme revenu. Et ma mère m'a aidée toute la première année d'exercice. Je me rappelle ça. Dès le départ, en fait, ma clientèle, elle s'est faite via mon activité bénévole. J'étais bénévole chez les scouts laïcs. Ouais. Et en étant bénévole chez les scouts laïcs, je faisais énormément de travail gratuit, de bénévolat, dans plein de sujets. Et très rapidement, dans ma tête, c'est créer une distinction de, OK, il y a des moments, je vais faire de la communication pour mon association et ça va être gratuit, ça va être du bénévolat. Et tout doucement, en fait, quand je suis devenue professionnelle, j'ai professionnalisé ça. Et à un moment donné, j'ai dit, OK, je continue d'être bénévole, mais par contre, je ne fais plus de communication visuelle pour vous. Parce qu'en fait, ça mélange trop c'est trop flou. Et donc, j'ai commencé à le faire pour d'autres associations autour, qui gravitaient autour. Et puis, tout doucement, en fait, comme ils avaient déjà goûté à ma communication, en fait, tout doucement, j'ai commencé à travailler par-ci, par-là pour mon association, au niveau local, puis au niveau national. Et j'ai même fait des coups un petit peu des coups de Trafalgar. Il y en a un que j'ai raconté sur LinkedIn qui est assez malin et que je pense que c'est pertinent de raconter pour les freelances autour de nous. C'était un concours gratuit, un concours, un appel aux bénévoles même. Et donc, appel aux bénévoles pour faire la communication de tel et tel événement, un énorme événement international de scoutisme. Et donc, je leur dis, non, mais moi, je suis pas trop d'accord. C'est un vrai projet, c'est des heures de travail. Il y a du taf derrière, ouais. Ouais, c'est ça. Et derrière, après, pour décliner, il y a beaucoup de taf. Et donc, je leur ai dit, voilà ma proposition. Je vous l'envoie. Voilà ma proposition. Vous la mettez en compétition avec les autres. Si vous êtes d'accord avec mon propos, hein, vous la mettez en compétition avec les autres. Et si je gagne, je vous offre les heures de réalisation. Par contre, vous me payez une cession de droit. Vous me payez le droit d'utiliser mon identité en tant qu'auteur de cette identité. Ouais. Et en fait, du coup, c'est moi qui ai gagné le concours. Et donc, j'ai effectivement été payée pour mes droits d'auteur sur cette production. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait le travail gratuitement. Par contre, j'étais payée dans mes droits d'auteur. Et donc, ça, c'est l'idée de se dire... Super intéressant, ouais. Ouais, c'est pas parce qu'un truc est gratuit et qu'on pense qu'il faut forcément faire tous les trucs gratuits pour la visibilité que vous avez pas forcément de valeur ou à montrer votre expertise. Des fois, ça vaut le coup de faire des petits détours. Mais c'est ça, et enfin moi je l'entends aussi de se dire des fois le client peut avoir une idée de départ et ça peut aussi se discuter en fait. C'est pas parce que l'idée de départ est comme ça qu'un carré que ça peut pas devenir un peu un triangle, etc. Il y a des choses aussi sur lesquelles on peut discuter et à partir du moment où on est en transparence de dire ce que tu viens de dire en fait, ça prend beaucoup d'heures, c'est beaucoup de boulot, la déclinaison va être quand même chargée dans ce qu'il y a à faire. Donc ça veut dire je comprends votre besoin, monsieur le client, et l'impact que ça peut avoir pour vous aussi. Mais derrière, il comprenait aussi que ça, c'est du travail pour moi et que ça sort pas comme ça en 15 secondes. Et en fait, cette transparence-là peut aussi amener le client à évoluer. Et ça arrive, mais plein de fois. Et j'ai plein de gens que je croise qui me disent non, mais quand même, tu te rends compte, c'est le client, je peux pas lui dire que. Qu'est-ce que tu risques, tu vois, à tenter et à lui expliquer les choses aussi. Après, t'as des gens qui ne vont pas comprendre jamais. Et ok, voilà, c'est comme ça. Mais il y en a aussi qui vont se dire, ah punaise, c'est vrai qu'on n'avait pas vu que c'était autant de boulot. Là, ce qu'elle nous propose, ça donne un truc qui nous donne envie, où on se dit, ouais, effectivement, ça aura, encore une fois, beaucoup d'impact pour notre image, etc. Donc c'est ça qu'on a envie d'avoir. On peut comprendre que c'est du travail derrière. Et donc, peut-être qu'on revoit notre copie ou qu'on va négocier en interne un budget là où c'était pas prévu, quoi. Exactement. Parce que souvent, c'est pas... Nous, on se dit, ah non, il a écrit tel budget ou ils ont écrit telle condition. Je peux pas aller contre. La plupart du temps, faut être honnête, il y a plein de clients qui sont pas éduqués suffisamment, qui savent pas exactement ce qu'ils demandent, qui savent pas exactement faire leur brief. Ils font comme ils peuvent avec la connaissance qu'ils ont de votre métier et qu'ils le connaissent pas aussi bien que vous, en fait. Donc, aller questionner. J'avais lu ça récemment sur la place du designer qui était de questionner les usages et les trucs qu'on prend pour argent comptant. Je pense que chacun devrait être amené à questionner ce que dit le client dans son brief.
Clairement, parce que ça ne peut que préciser en fait le besoin, et donc ça ne peut que aider à la réponse aux besoins, aux moyens qui vont être apportés. Et des fois, ouais, on a des surprises de OK, il y avait pas de budget, ou le client, moi ça m'est arrivé, le client parlait d'un budget, il me parlait d'un budget TTC. Et je lui ai dit non mais en fait vous êtes une entreprise, la TVA en fait, donc finalement en fait j'ai gratté 2 000 € sur sur le global, parce qu'en fait on parlait avec TVA, et que moi j'étais là non mais la TVA en fait oui on va en parler, mais en fait faut faire comme si voilà ça compte pas dans le deal en fait. Moi ça va rentrer, ça va ressortir en fait. C'est drôle. Ouais, mais en fait, c'est des trucs tout bêtes, mais des fois, on se dit non, mais le client sait, c'est ultra carré, etc. Et c'est ce que tu dis, ils ont pas toujours la connaissance ou l'habitude non plus de bosser avec des free. Et le questionnement peut aider à préciser, voire à aller un peu plus loin. Et en l'occurrence, dans ce que toi t'as raconté, à te rémunérer d'une manière qui était peut-être pas celle qu'ils avaient prévue au départ. Clairement pas. Qui était inventive, pour le coup, aussi. Mais qui marche pour toi et qui fait que, voilà, ce que t'as fait, oui, ça a de la valeur et c'est rémunéré à un moment, quoi. T'avais quel âge quand t'as proposé ça? Je sais pas, peut-être 20 ans. Ouais, j'étais en études sup, peut-être 20 ans. Joli. Ouais. 20 ans. Non, mais moi, les gars, je pense que le bénévolat, c'est pas... Ouais, c'est ça. En vrai, j'y suis allée tellement avec mes ovaires en disant, en fait, ce que vous demandez, c'est pas un travail de bénévole. Je suis carrément OK pour faire plein de choses bénévoles dans l'asso, et ça fonctionne comme ça, et c'est OK. Ouais. Mais là, à un moment donné, il faut reconnaître que c'est pas du travail bénévole. Et je pense que la qualité, la profondeur de la présentation que j'ai faite par rapport à montrer de l'expertise de quelqu'un qui certes sort d'études, mais connaît son travail, par rapport à du coup des bénévoles qui avaient dessiné des logos sur un coin de table ou avec Paint, même en étant très bon, il y a des niveaux, quoi. Ouais, tout à fait. Mais tu vois, tu dis j'y suis allée avec mes ovaires. Des fois, c'est bien aussi de débrancher un peu et de pas être en mode mais est-ce que vraiment je peux, machin, juste d'y aller en fait, d'y aller. Vraiment, parfois on est surpris en fait, et on se dit punaise, heureusement que j'ai tenté, parce que sinon je me serais peut-être enfermée dans un truc, une proposition ou un truc qui financièrement n'était pas rentable pour moi, pour ma boîte, et où on ressort avec une impression pas ouf, alors que le simple fait d'en parler, d'essayer de comprendre, de creuser, aurait fait que ça pouvait être cool pour tout le monde en fait à la fin. C'est vrai, c'était cool pour le client aussi. T'as raison de le dire. Ouais, non, mais c'est ça. En fait, c'est pas juste payez-moi parce que j'ai envie d'être payé. C'est aussi que lui voit son intérêt là-dedans. Et des fois, c'est en effet, c'est ce que tu disais sur le brief. Ils sont pas forcément très au clair là-dessus, et ils ont pas forcément la portée de ce que ça peut leur apporter. Et pour moi, c'est aussi à ça que ça sert l'expert. C'est de dire, voilà ce que j'ai fait potentiellement avec d'autres, et de mettre en lumière ce que le travail qui va être effectué va pouvoir apporter au client, de tangible et de parfois pas tangible. Mais parfois, le pas tangible a aussi beaucoup de valeur, et tant mieux. Et le client a aussi ça dans sa prise de décision. Donc, c'est important de le mettre en avant aussi. Exactement. Jolie digression vers comment porter ses ovaires à 20 ans. Mais c'est un très bon exemple, et qui est, je pense, duplicable quel que soit l'âge et quelles que soient les typologies de clients. Ok, donc t'es en effet pas de passage salarié, c'est plutôt passage école directe indépendante. Donc quand tu es à ton compte, tu n'as pas encore d'enfant. Non. Comment ça se passe au moment où tu as ton premier enfant et où du coup tu es à ton compte? C'est quoi pour toi les challenges à ce moment-là, les questionnements potentiellement que tu as? Mon premier enfant, je l'ai eu pendant le Covid. Nice. Donc Pourquoi faire un truc à la fois Donc les questionnements que j'ai, c'est comment est-ce que je vais acheter des fringues, parce que je vous rappelle que tout était fermé, même les fringues. Tout à fait. Il y a eu à un moment donné des dérogations jusqu'à certaines tailles et tout, mais enfin bref, le hasard. J'allais dire un gros mot, mais vous avez compris. Mes questionnements, c'était est-ce que je peux manger telle bouffe, ou est-ce que je dois la rincer au vinaigre 4 fois? Enfin bref, j'avais plutôt des questionnements de cet ordre-là. Ouais. Et j'avais pas mal de choses sur ma construction de femme-mère, de mère, sans le regard de l'autre. Ça a été assez étonnant à faire. C'est-à-dire de pas être enceinte face aux yeux de la société. Tu vois? Ouais. Donc très peu de gens m'ont vue enceinte. Il y a eu beaucoup de confinements et de successifs, et puis entre les confinements successifs, on sortait pas, on faisait pas de soirée, on faisait très peu de choses. Ma famille m'a vue enceinte une fois en fait, en vrai, quasiment. Ok. Et donc ça, c'est très étonnant de vivre sa grossesse un peu seule. C'est un contexte particulier, ouais. Ouais. Et après, du coup, par rapport à la parentalité, de fait, du coup, ça a ralenti le rythme dans notre vie de travail. Et donc, quand on a vu arriver le moment de se dire quel mode de garde on met en place et tout ça, on avait tellement construit un foyer serré, soudé à la maison, dans un petit autarcie, que mon conjoint de l'époque a décidé de faire un congé parental à mi-temps. Ok. Et
Et moi, mon entreprise à cette époque-là, c'était du design de services spécialisé dans les institutions publiques, donc les mairies, les centres sociaux, ce genre de choses, au service de problématiques sociales, notamment l'éloignement du numérique, les inégalités. Et j'avais énormément de seniors, ou de personnes en situation de précarité sociale, et donc avec pas mal de difficultés de maladies, ce genre de choses. Donc autant dire qu'en fait, les ateliers se sont arrêtés brutalement. On n'a pas su faire de distanciel avec cette activité-là parce qu'on n'avait pas la cible qui savait le faire. Là où d'autres collègues qui faisaient la même chose ont réussi parce que leur cible était plutôt les institutions en elles-mêmes. Proche du digital potentiellement, voilà. Donc avec un accès qui était différent, quoi. Des consultants, des marketing et tout ça. Et même post-confinement, en fait, on se retrouvait quand même dans cette situation où on pouvait toujours pas reprendre les ateliers. On était bloqué à 4 personnes avec des masques, dans des situations où il faut pas trop se toucher, pas trop partager les crayons, pas trop ceci. Bref, en fait, mon activité, elle a complètement périclité. Donc du coup, je m'inquiétais pas trop. J'avais de la trésor. J'ai clos les contrats. En gros, j'ai fait quasiment 6 mois de congé, mat, et à la reprise, là, j'ai fait un CDD. C'est la première fois que j'étais salariée, en design. J'ai pris un CDD dans une agence dans laquelle j'avais postulé 10 ans plus tôt. Quasiment. C'est rigolo. J'ai fait un CDD de 6 mois à mi-temps, où pareil, j'y suis allée avec mes ovaires, c'est-à-dire que j'ai un ami qui prenait un congé parental, qui m'a dit, en fait, j'ai du mal à prendre mon congé parce que je sens que c'est stress au boulot, on manque d'effectifs, et moi, je m'en vais en plus. Et je dis, en rigolant, je dis, moi, je peux te remplacer. Et en fait, on l'a fait. Donc, je l'ai remplacé pendant 6 mois. Donc, tu savais en y allant que c'était 6 mois et Non, je savais en y allant que c'était 3 mois. Parce que c'était son congé parental. Et en fait, la mission sur laquelle ils m'ont positionné, elle a mis plus de temps. Elle a mis 6 mois. Donc, je suis restée jusqu'à la clôture de la mission, en fait. Et, mais j'étais contente de partir à la fin. C'est ma question, Comment ça s'est passé? En vrai, c'était trop bien. En vrai, c'était très, très bien. Et si je devais être salariée, ce serait dans une boîte comme ça. C'est une boîte avec de l'holacratie, de la sociocratie, selon les courants que vous connaissez déjà. Donc, des modes de gouvernance très ouverts. Énormément de petits avantages, une petite salle de sieste, un confort de travail. J'étais à mi-temps et j'y allais une fois par semaine sur place parce que du coup, ça me demandait vraiment beaucoup de mobilité par rapport à mon enfant et tout. Je pouvais tirer mon lait sur place. Enfin bref. Des tout était conditions très, très cool. Mais 6 mois à travailler pour un projet que j'avais pas choisi. Voilà, cette mission-là, moi, jamais je l'aurais prise toute seule. Enfin, avec mes valeurs à moi, avec des clients du coup avec qui j'avais pas spécialement d'accroche. J'avais pas choisi mon client non plus. Et pour le projet et la vision de quelqu'un d'autre aussi. Donc il y avait vraiment ces 3 trucs-là. C'était pas mes clients, c'était pas les projets que j'aurais fait, et c'était pas c'était pas au service de ma mission et de ma vision. Et en fait, je me disais, c'est très cool, mais je ne travaillerai pas pour quelqu'un d'autre. Donc voilà. Donc retour à l'indépendance. C'est ça. Retour à l'indépendance. Et comme en effet ton activité atelier avec le Covid, ce qu'on peut comprendre et les problématiques que ça peut engendrer, tu te dis ok, je redeviens indépendante et comment tu repars en fait? Tu te dis ok, mais il faut que je pivote. Ce que j'ai fait, c'est que à la fin du Covid, à la fin de donc l'été là en août, j'avais lâché mes bureaux avec mon salarié, il était en chômage partiel. Donc en fait, tout s'était liquidé. À la fin, on a fait un licenciement. Donc il y avait plus que moi et mon CDD. Ce que j'ai fait, c'est que pendant mon CDD, j'ai profité du mi-temps qui m'apportait le même revenu que ce que moi je me versais avant. J'ai profité du mi-temps pour écrire sur LinkedIn. J'ai écrit sur LinkedIn, j'ai créé mon audience, j'ai appris, j'ai beaucoup donné du coup puisque j'avais pas d'enjeu de rentabilité. C'est ça. Je me suis formée, j'ai participé à des bootcamps et en faisant tout ça, j'ai rencontré plein de gens et j'ai commencé à voir des difficultés des gens, d'autres entrepreneurs concernant la communication en ligne, à savoir, par exemple, on veut faire des carousels et mais en fait, c'est hyper dur, on sait pas les mettre en forme, alors que pour moi, c'était facile. Quand j'ai vu que pour moi, il y a des choses faciles et que pour eux, c'était difficile et que, en gros, sur LinkedIn, qui était pas un monde de l'image par rapport à Instagram, il y avait un énorme déficit en positionnement visuel. Les gens avaient tous les mêmes bannières, ils avaient tous les mêmes carousels. Les mêmes photos de profil. Les mêmes photos de profil, les mêmes carousels que quand tu tapes carousel sur Canva. Enfin, tout le monde avait les mêmes. Et du coup,
j'ai commencé à aider les gens pour 0 € parce que j'avais perdu un peu en confiance en moi, enfin, quasiment 0 € virtuellement. Je faisais payer 90 € un carrousel, c'était ridicule. Ouais. Et donc après de charge, il reste pas grand-chose en fait, mais voilà. Bah non, surtout pour des heures de travail, ça n'avait aucun sens. Et pourtant, je savais le prix des choses. J'étais capable de me faire payer 900 € la journée avant, mais là d'un coup, j'étais retombée. J'ai oublié comment on fait. Ouais. Et donc voilà, tout doucement, j'ai recréé une audience, j'ai créé des nouvelles offres, j'ai créé un produit et j'ai failli faire un burn-out. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, comment t'es arrivé à... C'est le fait de justement avoir offre, produit et d'empiler quelque part? Ou J'ai pas vendu assez cher, j'en ai vendu trop. Ok, donc c'est le volume en fait versus volume, renta, ouais. quoi. Ouais, c'est le volume. C'est on est en août, j'ai vendu 35 carousels à faire et en fait je m'en sors pas, je suis obligée de déléguer, j'ai pas les process et en fait je suis tout le temps en retard et c'est très compliqué. Ouais. Et à un moment donné, du coup, je mets un stop et je prends le temps de faire un pas de recul grâce à un coaching et j'augmente tous mes tarifs d'un coup et là ça va mieux. Ça va vraiment mieux. Ouais. C'est vrai que souvent on parle de ce truc de j'ai pas forcément assez de clients, donc c'est un peu la recherche du client et de se dire bon c'est pas grave, je facture pas beaucoup mais je monterai mes prix peut-être plus tard, voilà. Et comme tu l'as dit, le fait d'avoir identifié en fait ce qui était facile pour toi et où il y avait une problématique, donc comment tu pouvais aider les gens, on peut aussi vite se retrouver dans la situation inverse de c'est trop cool, j'ai plein de clients mais j'arrive pas à les délivrer en fait, voire en effet c'est pas rentable pour moi. En temps passé et ce que ça me coûte au niveau de ma boîte et ce que je peux éventuellement me payer après. Et je trouve ça intéressant aussi d'avoir ce pivot-là et cette réflexion de se dire ouais c'est cool j'ai des clients mais c'est pas forcément pour ça que tout roule et tout est ultra fluide, etc. Ouais, en fait, il y a un peu cette rotation parfois dans la vie d'indépendant où on a des creux et des vagues et donc des moments où on vend beaucoup. Puis après, il faut produire beaucoup et ça fait un roulement parce que comme on est en train de produire beaucoup, on a du mal à revendre et ça fait un peu une rotation. Oh oui. Et là, clairement, j'avais mis le doigt sur la bonne offre pour la bonne personne, mais juste pas assez cher. Et en fait, du coup, comme c'était pas assez cher, il y avait un no-brainer qui se faisait, c'est-à-dire que les gens, ils achetaient. Bah oui. Direct. Et en fait, mon nom circulait et j'ai dû à un moment donné couper quoi le flow parce qu'en plus c'était une offre que j'avais tellement bien packagée que les gens pouvaient acheter en cliquant sur un bouton. Il n'y avait pas besoin de m'appeler pour acheter. Et donc en fait, j'ai dû à un moment donné bloquer mon bouton parce que je arrêtez d'appuyer sur ce bouton. J'avais beau augmenter le tarif tout le temps, ça continuait à acheter. À un moment donné, à la fin de l'été, avant que j'arrête l'offre, j'étais à 495 € pour un carrousel. Et ça achetait encore. Et t'étais partie 90. Et j'étais partie 90, ouais. Hyper intéressant comme cheminement sur les tarifs. Et c'est cet accompagnement qui t'a fait augmenter les tarifs et prendre conscience de ça et potentiellement mettre en place les process où il y a déjà des choses que tu avais senties ou des signaux faibles où tu te disais là en fait ça va pas tenir comme ça, comment je fais? Ou les deux? Non, j'avais déjà senti en fait, j'étais déjà en train de monter. Et puis déjà, mes collègues autour, hein, enfin les gens que j'avais rencontrés, ils me disaient non mais faut que tu montes, faut que tu montes, faut que tu montes. Et le coaching, par contre, m'a aidé à mettre en place, à vérifier ma rentabilité, ce que je n'avais pas encore fait, à mettre en place des process, c'est-à-dire de savoir combien de temps ça me prend en amont, pendant, après, et à vraiment augmenter mes tarifs, c'est-à-dire à réussir à calibrer mon offre et ce qu'il y a dedans, de manière à maximiser la valeur perçue, sans me rajouter du temps, parce que j'avais tendance à faire ça. Oui. Je pense que ça va parler aux gens, c'est-à-dire que je me disais, ah là là, mais attends, 495 €, mais c'est beaucoup trop cher, personne va payer ça, il faut absolument que je rajoute ça et ça. Et c'est vont prendre 30, puis 45 minutes, puis 1 heure, et puis voilà. Ouais. Ça me prenait du temps en plus, alors que j'arrivais pas à identifier ce qui était pertinent et il y avait de la valeur pour les autres, qui ne me prenait pas de temps en plus. Donc voilà, on a travaillé tout ça. Ok. Et on a aussi travaillé, et ça pour le coup, je pense qu'il y a qu'un coaching qui peut le faire, on a travaillé une question d'estime de moi. En travaillant avec du coup ma coach, j'ai identifié pourquoi j'arrivais pas à monter plus mes prix parce que j'étais bloquée à 495, j'arrivais plus. C'est mon taquet, je n'arriverai pas à aller plus haut. Arrêtez, laissez-moi tranquille. On avait fait ce jeu hyper intéressant en coaching collectif à un moment donné où elle nous demandait, on devait lever la main ou ça et baisser la main quand elle nous donnait des tarifs à l'heure. Elle nous disait 50 €, 60 €, 70 € et on gardait la main tant qu'on était ok de se faire payer ce tarif-là. Et on devait chacun descendre notre main quand ça nous semblait démesuré pour nous. Ouais. Et c'était drôle, c'était très très dur comme exercice.
Et on n'a pas du tout tous les mêmes leviers. Et moi, vraiment, je bloquais très très vite parce que j'avais très peu confiance j'avais très peu d'estime à ce moment-là. J'avais eu du mal à vivre le post-Covid et tout ça. Bref. Ouais, c'est hyper intéressant parce que ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est à la fois aller chercher les ressources dont on a besoin et qui peuvent varier. Enfin, je veux dire, tu avais déjà plusieurs années derrière toi comme indépendante, tu étais déjà passée par plusieurs offres et c'est pas pour ça que c'est forcément plus facile, en fait. Donc, c'est intéressant aussi de se dire qu'il y a des moments où, oui, ça va être fluide et d'autres pas et c'est OK d'aller chercher ces ressources-là au moment où il y a besoin parce qu'il y a un truc qui a changé et qui fait que ça passe pas en fait, on coince. Et les ressources, ça peut être des formations, des coachings. Alors quand c'est sur des trucs assez profonds, type estime, rapport à l'argent, c'est quand même plutôt souvent du coaching, voire de la psy, parce que ça touche à des choses qui frottent un peu en termes d'introspection. Franchement, quand j'ai ces épiphanies-là, ça fait 8 ans que je suis indépendante. J'ai déjà été freelance, j'ai déjà été consultante, j'ai déjà été associée dans une boîte où on vendait des projets à 30 000 euros. J'ai déjà eu une autre boîte toute seule où j'étais gérante seule avec un salarié et des stagiaires qui venaient et que je formais. Clairement, j'ai pas l'impression de manquer d'estime. Il y a vraiment des moments dans notre vie où et j'ai l'impression d'avoir déjà testé plein de choses et de pas avoir la difficulté à vendre. Et en fait, je me rends compte que c'est la première fois que mon personal branding est fort et que c'est moi qu'on vient acheter. Et c'est là, en fait, qu'à un moment donné, un truc qui vient coincer. Qui vient jouer. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment hyper intéressant, tu vois, de voir justement parce qu'on sent en fait quand ça coince et de pas forcément s'entêter à se dire non, mais ça va passer tout seul ou voilà, ça peut passer tout seul ponctuellement, mais ça va revenir potentiellement si ça n'est pas résolu. Et donc de se dire comment est-ce que tu vas chercher justement de l'aide autour. Et tu le disais, tu avais testé plusieurs business models, tu l'avais vendu sous, on en parlait en intro, sous plusieurs business models, vendus au TJM, à de l'affiliation, enfin plein de manières différentes. Et c'est pas pour ça que c'était forcément plus facile pour toi, tu vois, d'augmenter tes prix ou de dire je mets en place un process pour augmenter la valeur et ne pas y passer plus de temps. Et je trouve ça intéressant aussi d'avoir ce son de cloche-là, parce que souvent on se dit non, mais elle est dans la place depuis longtemps, donc forcément elle a plus ces questionnements-là et tout ça. Je suis pas sûre que c'est aussi simple. Ouais. J'ai l'impression que je bouge plus mes offres et je questionne plus leur rentabilité et je suis plus à l'écoute du marché aujourd'hui que je ne pouvais l'être il y a les 10 dernières années. Je suis beaucoup plus mobile aujourd'hui à vérifier que ça fonctionne toujours pour moi et pour mes clients. Ok. Et qu'est-ce qui fait ça en fait? Ce besoin justement de mobilité, de checker. Checker pour moi, je pense que c'est parce que j'ai failli me cramer plusieurs fois et qu'aujourd'hui j'ai plus trop la place pour me cramer. Tu vois, c'est pas très logique. On n'a jamais le moment pour se cramer, faire un burn-out. Mais clairement là, j'ai 2 enfants, je suis même en solo, je peux pas faire un burn-out. C'est pas possible. Ça fait pas partie du schéma de non. Toi tu restes quand dehors. Quand est-ce que j'aurai le temps de faire un burn-out? J'ai pas le temps de faire un burn-out, les gars, c'est pas possible. Non, c'est ça. Donc, faut que je sois toujours un peu vigilante et dès que je sens que ça chauffe un peu, je vérifie que ça chauffe vraiment ponctuellement. Ok, est-ce que c'est un problème très ponctuel là? S'il y a pas quelque chose de structurel que je viens de commencer à remettre en place et où c'est moi qui me suis plantée. Et pour mes clients, c'est lié au tarif. Parce qu'en fait, comme mon tarif est vraiment élevé maintenant, j'essaie toujours de vérifier que je délivre assez. Ok. Tu vois, j'ai que la perception reste. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Dans l'équilibre de oui, c'est cher entre guillemets pour toi et c'est très subjectif ou pour les clients, mais qu'est-ce qu'ils ont en contrepartie, qu'est-ce que ça leur apporte et on vient quelque part sans doute aux bénéfices tangibles, intangibles dont on parlait tout à l'heure aussi. Hein. C'est ça. Non, mais quand je dis cher, c'est-à-dire que si on compare à un TJM classique de designer, je suis à plus du double et donc forcément il y a des moments où en fait moi je me compare à mon référentiel qui m'a été inculqué pendant des années. Après, au final, la valeur vs la valeur perçue, elle reste alignée, je pense. Toi, auditeur, oui, et puis tu vends pas et tu vends pas 40 heures forcément par mois sur ce modèle-là non plus. Donc c'est aussi le mix en fait que tu as potentiellement sur tes différentes offres qui fait qu'il y en a où en effet si tu rapportes au TJM, mais il y a plein de métiers où si on rapporte au SMIC horaire, c'est très en dessous. Enfin, donc en soi, oui, c'est un référentiel. Et en effet, selon d'où on vient, ce qu'on a fait avant ou son métier, ça peut être un référentiel, mais ça ne reste qu'un référentiel.
Et le mix global de ton business fait que oui, peut-être que là, en effet, quand tu rapportes au TJM, ça paraît élevé, mais c'est aussi une partie de ton business et que tu vends pas toutes tes heures là-dessus non plus. Et quand bien même ce serait le cas, voilà, c'est OK aussi, c'est pas le sujet. Bah non, parce que du coup, je passe beaucoup de temps, entre guillemets, gratuit à produire du contenu. Ouais. Qui fait que j'ai un mix, tu dis justement un mix. Quand j'étais très jeune, freelance, où j'avais finalement un modèle assez proche d'aujourd'hui, je passais 90% de mon temps de travail à faire. Le reste du temps, honnêtement, je me disais, ah ouais, il faut que je poste un truc sur mon Insta, mais sans aucune stratégie et sans aucune intention. Et c'est un petit peu d'administratif. Aujourd'hui, je passe 60-70% de ma semaine à faire du contenu. Des tâches, un peu de tâches administratives, même si j'en ai délégué la majeure partie. Et le reste, c'est de la production. Mais c'est-à-dire que quand je produis pour un client, je suis ultra focus. C'est 1 jour par semaine. Ouais. Peut-être des fois 2 jours par semaine, max. Mais d'où la nécessité d'être rentable. Parce qu'en effet, si ton temps de production est moins important en nombre d'heures, je veux dire, bah forcément, il faut qu'il soit plus important en moula qui rentre. Sinon, en effet, il y a un équilibre qui ne se fait pas. On a parlé du coup de ton cheminement et du premier enfant. Ouais. Tu as parlé aussi sur les réseaux du deuxième enfant et du plan Baby Stripe. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, le deuxième enfant, en fait, j'avais l'expérience du premier. Et en fait, du coup, je savais que le premier, même si je ne peux pas en faire une généralité, puisqu'il y avait quand même le Covid et tout autour, mais le premier, j'avais mon ressenti où je me rappelle très fort que j'avais zéro envie de retourner au travail. Vraiment, j'avais aucune envie d'ouvrir mon ordinateur. Sauf pour jouer aux jeux vidéo. J'avais cette expérience de, quand t'es pas là, il y a personne qui vient faire rentrer de l'argent et prospecter pour toi. Et j'avais peur que il m'arrive la même chose. Et je me suis dit, maintenant, en fait, tu sais à quoi ça ressemble. Tu sais pendant combien de mois potentiellement tu peux te retrouver avec ton cerveau complètement brain-fucké par la maternité, hein, parce que concrètement, il se passe plein de trucs dans ton cerveau avec des hormones, c'est ça, que t'y peux rien et que t'as même une capacité à réfléchir, à prendre des décisions qui est clairement entravée. Il se passe plein de trucs, mais pas forcément ce qu'on demande au cerveau de faire à ce moment-là. Donc voilà. Le mum brain, c'est clairement un truc. Moi, j'étais vraiment, vraiment, vraiment à côté de mes pompes. Donc, je me dis, je vais me préparer. Et je vais me préparer en faisant en sorte de rendre mon business le plus fonctionnement automatique pendant que je suis pas là. C'est-à-dire que si je ferme tout, je sais que j'ai un turnover, un taux de remplissage de mes clients de 3 mois environ. Il me faut 3 mois pour vendre un projet. Et je me dis, si je ferme tout, c'est le congé mat plus 3 mois. Je peux pas me permettre ça. C'est pas possible, j'ai pas la trésor et tout ça. Et donc, je commence à mettre en place un plan avec de la création de contenu qui est déléguée à quelqu'un, avec la création d'une formation où je mets mon savoir sur les IA dans un contenu où je fais une grosse vente pour ramener la trésorerie. Et tout ça, en fait, fait partie d'un tout. Et je mets en place des automatisations. Je mets en place de la délégation un peu plus poussée avec mon assistante où je lui donne l'accès à mes comptes en banque, l'accès à mes cartes bleues, la capacité à payer mes prestataires. Voilà. Et je fais en sorte que vraiment, moi, mon objectif, c'est 1 heure maximum par jour pour gérer mon entreprise depuis mon téléphone ou vite fait sur mon ordinateur si vraiment il faut vraiment. Et en fait, la réalité, c'est que j'arrive au final, à la fin de tout ce moment de tout ce temps de Baby Stripe, qui comprend le congé maternité au total, plus 3 mois de soupape, on va dire. J'arrive à un résultat légèrement déficitaire, c'est-à-dire que le congé ne m'a pas fait perdre d'argent. Donc, j'arrive au même endroit. Ouais, t'es stable, en fait, ouais. Ouais, j'étais stable. Avec de la alors, mon contenu est resté, j'ai eu du contenu, des newsletters toutes les semaines, du contenu sur LinkedIn toutes les semaines, et que mon carnet de clients de commandes est plein. Donc, je peux reprendre mon activité tranquillement et recommencer à faire de l'argent puisque j'ai personne d'autre à payer que moi et mon assistante. Et puis personne de production. Et donc, au final, c'était un peu juste. C'était tout juste. Mais si je devais faire un bébé 3, je pense que ça serait bon. C'est bon, je suis rodée, les gars, là, c'est bon. Je tiens 18 mois comme ça. C'est bon. Ouais, c'était chaud, hein. C'était chaud. Tu m'étonnes. Mais en fait, j'ai vu tellement de gens aussi autour de moi, d'indépendantes, juste fermer boutique et dire coucou, ciao, bye bye les clients, on se revoit dans 9 mois, en gros. Parce que
en tout cas, ma trésor, coucou, bye bye, ma trésor, on se revoit dans 9 mois. C'est ça. Et les clients, on se revoit dans 6. On espère qu'il se passe rien et qu'il n'y ait pas un crack au milieu parce que, voilà, et s'il y a une dépense pas prévue ou un truc, c'est chaud. Et ça veut dire qu'il faut prévoir autant de mois de trésor et tes charges qui continuent à tomber et tout ça. Ouais. Et potentiellement de faire rentrer un peu plus avant où t'es déjà enceinte, donc pas forcément à ton max de productivité. C'est pas là où clairement t'arrives à faire x2 ou x3 sur ton chiffre en prévision des mois où tu feras rien, quoi. Donc il y en a qui arrivent. Clairement, ils ont une force de volonté incroyable. Et alors là, pour le coup, c'est un des moments où je me suis dit, ben là, il faut que je me fasse accompagner. Et me faire accompagner, me faire coacher, c'était quelqu'un qui justement complétait ça. J'avais pas beaucoup de cerveau. Aussi, j'étais en train de me séparer, donc il y avait énormément d'émotions qui tournaient autour de tout ça. J'avais une très très grosse crainte de pas réussir. C'est la première fois une des premières fois de ma vie, du coup, que j'étais seule financièrement. Ouais. Avant, au début, au démarrage, j'avais mes parents. Là, après, j'avais des conjoints. Et c'est la première fois de ma vie que je me retrouvais seule financièrement et responsable de petits trucs vivants. Pas mal d'enjeux en même temps, ouais. Ouais. Et je me disais, mais non, mais je peux pas y aller comme ça, quoi. Il faut que quelqu'un m'aide. Et en fait, du coup, ouais, c'est ça. Et la coach, du coup, m'a permis de, ensemble, poser un plan, d'avoir quelqu'un en face qui disait, OK, ce plan tient la route. Parce que toi, t'as plus tu vois plus rien. Et ensuite, chaque semaine, on se voyait et on faisait un point sur le plan. Elle me redonnait mes priorités. Clairement, en fait, elle m'a un peu maternée et j'en avais besoin. Elle faisait aussi mon coach de responsabilité, c'est-à-dire que je savais que j'allais aller la voir la semaine prochaine et que du coup, il fallait que j'ai avancé sur telle chose. Donc voilà, jamais je minimise l'impact que cette coach elle a eu dans la réussite de ce plan en fait et la tenue de ce plan à un moment donné. Il y a eu ça, son aide là, et je le dis parce que vraiment c'est important. Ne restez pas seul quand vous avez des moments comme ça en tant qu'entrepreneur. Mais même des moments plus classiques aussi, c'est-à-dire que ce truc d'être dirigeant et d'avoir toutes les casquettes en même temps, c'est quand même hyper important d'avoir aussi parfois des miroirs ou des gens qui sont à côté et qui viennent juste appuyer en disant mais là tu me dis ça, mais du coup ça veut dire ça exactement, c'est ça que tu es en train de me dire ou c'est autre chose. Et des fois t'es là Épiphanie, je sais pas. J'aime pas ta question. Non, j'aime pas. Mais du coup, si je l'aime pas, c'est que, en effet, c'est exactement là qu'il fallait appuyer. Et ça rajoute aussi des trucs. Enfin, tu l'as dit, t'étais potentiellement dans une tempête d'émotions pour des raisons hormonales et pas hormonales forcément. Et ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est cet aspect très factuel, tu vois, de priorisation, de capacité de décision co-partagée entre toi, la capacité que t'as à ce moment, et elle, ce qu'elle t'apporte. Mais ça, c'est des choses très factuelles, c'est-à-dire que ça enlève en fait, ou ça cherche à enlever cet aspect intuition ou émotion qui peut être très fort et qui fait pas forcément prendre les bonnes décisions et à remettre sur des trucs de ok, tu vois, tu disais j'ai combien de temps il me faut pour rentrer un client. Il y a plein de gens aujourd'hui qui savent pas quel est leur temps en fait de prise de décision client. Et potentiellement, je trouve ça affolant parce que si demain tu as besoin d'accélérer ou voilà, tu sais pas en fait, tu sais pas si ça te prend 15 jours ou 6 mois. Et 15 jours ou 6 mois, c'est pas tout à fait pareil l'impact sur ton business en fait. Ouais, donc, quand tu es dans la situation où t'es tout le temps dans le je stresse un peu, j'ai pas de prochain client, je sais pas trop et hop, pouf, ça tombe comme par magie. C'est ça. Si t'es dans cette situation a priori, logiquement, ça veut dire que t'as un horaire, une durée, c'est juste que tu la connais pas. C'est ouf, mais c'est vrai que t'as raison, il y a plein de gens qui sont dans cette situation-là. Quand je disais intu, c'était intu général, effectivement. Il y a plein de gens qui sont encore en mode, à chaque fois je me stresse, et puis d'un coup, il y a un client qui arrive. Mais c'est ça. Et en fait, faut le rationaliser. c'est ça, t'as des gens qui vont te dire ou qui te disent je pense que c'est un peu long, c'est 6 mois, du coup je suis en septembre, je veux faire rentrer pour la fin de l'année. T'es là, septembre, si tu comptes 6 mois, ta fin d'année elle est déjà faite en fait. C'est-à-dire que si tu l'as pas signé maintenant, là en fait t'es en train de parler de l'année d'après. Et des fois c'est des vraies prises de conscience de se dire mais oui, évidemment, tu vois, mais c'est juste que le calcul n'est pas fait, ou on n'a pas forcément conscience de ça. Et donc, on va se mettre dans des situations aussi de panique, de dire, ah là là, ça rentre pas. Non, ça rentre pas, mais ton délai moyen, c'est 3 ou 4 mois. Et là, tu essaies de faire rentrer en 15 jours. Donc, non, ça ne rentre pas, en effet. C'est ça. Oui. Ils ne sont pas bons. C'est ça, il y a un truc qui va pas. Et je trouve ça hyper intéressant dans ce que tu disais. C'était vraiment, pour moi, des choses très factuelles, tu vois. Ce délai-là, le fait de prioriser, le fait d'élaguer aussi, sans doute, de se dire, ça, je le faisais peut-être jusque-là. Mais en fait, vraiment, c'est pas ma prio du moment. On le fera quand on aura du temps et que j'aurai du gras et que je saurais pas faire de mes journées ou des minutes qui traînent, tu vois. Et quand c'est quelqu'un d'autre qui te le dit, tu vois. Oui, c'est ça. Genre, moi, je me sens toujours très redevable de ma communauté, des gens de mon audience. Et quand je me dis que je veux publier, à cette époque-là, je publiais 5 fois par semaine sur LinkedIn.
Et moi, j'arrivais pas à descendre en dessous, malgré ma difficulté, malgré le fait que j'ai plein d'autres choses à faire. Et quand c'est que ta coach qui te dit stop, arrête, ça n'est pas la priorité, ça passe après tout le reste, et donc tu ne le feras pas. Et ben du coup tout de suite c'est plus simple, ça te retire de la charge décisionnelle. Oui, ouais, clairement. Ouais, c'est ça. Et le fait que ce soit copartagé, en effet, pas au sens business parce que ça reste ton business, mais de décharger un peu le sac où des fois on a beaucoup de cailloux dedans et de dire vas-y, tu veux pas m'en prendre 2-3 s'il te plaît parce que là c'est un peu lourd. Ça aide aussi. L'autre truc un petit peu moins pompier, c'est les groupes de co-développement ou les groupes professionnels avec d'autres collègues entrepreneurs. Où il y a souvent beaucoup de parents aussi, qui sont des endroits où en fait tu peux venir vider ton sac pour pas que ton conjoint ça devienne ton CFO quoi. C'est ça. T'es là, t'as qu'à m'écouter de toute façon. Ouais, c'est ça. On n'est pas à quoi faire d'autre, voilà. Donc pas hésiter, je pense, à avoir. Enfin, en tout cas, pour moi, tout freelance devrait avoir ces espaces-là. Se questionner, est-ce que j'ai 1 ou 2 endroits de manière récurrente avec dans lesquels je peux exprimer mes difficultés et avancer grâce au groupe. Ouais, je pense que tout le monde devrait avoir au moins un espace comme ça. Clairement. Enfin, pour moi, ça fait partie pas juste un chat. Non, pas juste un chat. C'est bien un chat. D'avoir un vrai espace. Ouais, non, ça suffit pas forcément. Et le combo aussi de partenaires de responsabilité, que ce soit par des coachs par qui on se fait accompagner ou des pairs. Qui sont au même niveau entre guillemets que soi ou un peu avancés si c'est plus une logique de mentor, c'est aussi ultra intéressant. C'est ce que tu disais, tu vois, tu dis pour la fois prochaine je fais ci ça. T'as pas envie d'arriver et d'être la meuf qui dit ouais non en fait je l'ai pas vraiment fait parce que tu comprends machin. En fait t'es là j'ai dit que j'allais le faire, je le fais en fait. Donc et en fait c'est tout con mais c'est ultra important. Et c'est aussi ce qui peut, je pense, à terme, j'ai moins de recul que toi sur le fait d'être indépendante, mais ce qui peut à terme être un vrai décrochage ou un truc vraiment manquant dans cette logique de progression, de se re-questionner, de re-questionner le marché aussi. Ouais, je pense qu'il y a vraiment, il y a aussi se connaître. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de motivation extrinsèque comme ça. Tu sais, il y a des gens qui se lèvent le matin, ils sont motivés. Moi, c'est pas moi. Moi, si j'ai rien à faire, si j'ai pas un rendez-vous le matin, tu sais, moi, je reste dans mon lit. Maintenant, j'ai des enfants, donc c'est plus possible. Mais, tu restes, les enfants, donc je me lève. Te chercher. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu sais, quand j'étais freelance sans enfants, j'étais ce genre de personne à mettre des rendez-vous clients le matin parce que cette motivation extrinsèque faisait que je me levais et que je lançais ma journée. Ouais. Il y a des gens, ils ont pas besoin de ça. Une fois que tu te connais, que tu sais que tu as plus ou moins besoin de niveau de motivation à l'extérieur de toi, ben tu peux moduler la quantité de groupes et de chats et de gens et de coachs et de partenaires de responsabilité dont tu as besoin. Il y a des gens, ils sont très bien avec juste un chat avec un autre entrepreneur et ça leur suffit. Et ça leur suffit, ouais, tout à fait. Mais c'est un peu ça, en effet, c'est comment activer et se connaître suffisamment pour savoir quels sont les points d'activation possibles. Et moi, j'ai cette impression aussi de mettre en fait quelque part son cerveau et son corps dans des dispositions. En fait, quand on se connaît suffisamment, on sait quelles vont être les dispositions qui vont marcher ou qui vont pas marcher. Et donc, il y a des jours où ça va pas marcher et on va pas réussir à forcer le système. Bah, c'est mort en fait. Il y a des jours, c'est comme ça, voilà. Clairement. Aka, les jours où t'as prévu de faire du deep work et l'enfant est malade, bon bah voilà, c'est comme ça. Et il y a des moments, je trouve, où le fait justement de se connaître et de se dire, ben dans cet endroit-là ou dans cet environnement de travail-là ou avec cette musique-là, et des fois c'est des choses toutes bêtes, j'arrive à mettre mon cerveau dans des bonnes dispositions pour bosser, pour être efficace et donc potentiellement être rentable aussi dans ce que je suis en train de faire. Je trouve ça intéressant. Et quand on est salarié, on n'a pas forcément ce luxe-là parce que il y a des réunions, enfin il y a beaucoup de choses extérieures justement qui viennent impacter ça. Alors que quand on fait soi, on a plus la main là-dessus. Et c'est ce que tu disais, c'est choisir si les rendez-vous sont le matin, l'après-midi, mais pour aussi se mettre dans des bonnes dispositions pour que ça file d'une manière la plus fluide possible, en fait. Ouais, c'est rigolo quand t'as dit quand on est indépendant, on est un peu plus libre là-dessus. J'ai aussi vu cette capacité qu'on a parfois à reproduire des schémas de travail normatifs. Ouais. Alors que j'ai jamais été salariée. Hein. Pour autant, j'étais la première à mettre 12 000 réunions dans ma semaine et. Faut que je remplisse quand même. Ouais. Et maintenant, je pense que il y a un peu des phases aléatoires, enfin, des hauts, des bas. Maintenant, je suis du genre à limiter un maximum les interactions parce que je sais que ça me coupe en énergie pour le coup. Tout l'inverse.
Mais c'est intéressant. Et pour le coup, moi qui ai été salariée pendant 14 ans, j'ai mis bien 1 an et demi, 2 ans à me désintoxiquer. Et c'est vraiment le mot que j'utilise. De ça, en fait. Le travail, ça doit être de 9h à 18h. Il doit y avoir des réunions. Il doit. Et à revenir sur chaque truc en me disant non mais attends, qu'est-ce qui est le plus simple pour moi en fait là, et c'est pas évident en fait, parce et en effet il y a des rechutes, il y a des moments, il y a des vendredis où à 9h30 j'ai fini ce que j'avais à faire et je me dis mais vraiment je peux m'arrêter de bosser là parce que c'est 9h30 quand même. Ouais, c'est ouf. Ouais, je me dis mais t'es sérieuse en fait, si t'as fini, cherche pas des trucs à faire pour te dire que c'est 9h30 et qu'il faudra en rajouter. Tu fais du présentéisme toute seule, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et je sais dialogue, genre ah bah non, c'est pas possible, il faut que tu continues. Ouais, exactement. C'est ça. Petites voix. Comme dans les dessins animés avec le diable. Mais quand même, t'abuses. Et puis si tu fais pas ça, du coup, ça veut dire que tu travailles pas. Mais si tu travailles pas, comment ton business va avancer? Bref, je pense que tout le monde voit très bien ce genre de discussion. Et donc, je te rejoins tout à fait. Où en général, c'est juste soi avec soi-même, de se dire mais est-ce que je peux juste me lâcher à la grappe 5 minutes? Et si je suis indépendante, c'est peut-être aussi que je venais chercher de la liberté ou de sortir des injonctions ou des choses très normées que j'avais vues jusque-là. Donc, j'en sors en fait. Ouais. Toi, t'avais un objectif de sortie de cette culture-là. Aussi, ouais. En partie, oui. Ouais. C'était pas très clair au départ, mais quand j'ai commencé à mettre le doigt sur ça peut être autrement, je me suis dit, hey, ça a l'air vachement sympa de ce côté-là aussi. On arrive à la fin de cet épisode. On aurait encore plein de choses à dire, ouais. Non, mais bon, parce qu'en fait, quand j'étais freelance, moi, je travaillais beaucoup, je travaillais beaucoup d'heures. J'aime beaucoup mon métier. C'est des métiers passion. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, du coup, l'équilibre là-dedans. Ouais, en vrai, moi, je me sentais assez équilibrée, mais j'avais aussi pas de vie de famille, quoi. Donc, en fait. Ouais, c'est ça. Si pas d'enfant ou qu'à un moment, tout est une question. Et c'est ce que tu disais aussi, je trouve ça intéressant, c'est que ça change dans la vie. Et tant mieux, parce que sinon, ce serait quand même sacrément long. Et donc, ce re-questionnement aussi de est-ce que c'est toujours ça mon besoin? Est-ce que j'ai toujours besoin de passer en tant de temps ou de tout le temps re-questionner? Je trouve ça quand même intéressant parce que c'est pas parce qu'on a pris une décision sur quelque chose il y a 6 mois ou il y a 2 mois ou parfois il y a 2 semaines. Pour 2 semaines, c'est peut-être un peu court pour changer, mais c'est ça dans l'idée en fait. Oui et non. Puis, franchement, je pense qu'il faut être hyper vigilant. J'ai oublié ce nom, mais on a un biais qui fait que on a l'aversion de quand on a commencé on s'est engagé dans un chemin de faire demi-tour parce qu'on a déjà investi du temps et de l'argent et peut-être déjà notre responsabilité ou notre parole. Et des fois, il faut faire attention à ce biais qui nous force à continuer sur un chemin où en fait on n'est plus trop aligné et ça n'a plus aucun sens. Mais juste on est dedans, donc on y va. C'est ça. En fait. J'ai déjà investi tellement. Je ne sais plus le nom du biais non plus, mais je sais que c'est expliqué dans le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. C'est celui où t'as déjà demandé des choses, t'as déjà eu des oui. Oui, c'est ça. Et du coup, tu dis mais je peux pas reculer. Du coup, c'est voilà. C'est trop tard. Je vais donner l'heure. Maintenant, je suis obligée de lui donner de l'argent. C'est ça. Mercredi, je suis trop embarquée dans l'histoire pour reculer. C'est ça. Ouais, je vois bien. Exactement. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Manon sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn, au prochain apéro avec tes voisins, sur un Slack si tu as un Slack, où tu veux. Merci beaucoup Manon d'être venue me parler dans Tuba. J'ai hâte du coup de voir la suite, s'il y a d'autres plans baby ou pas baby Stripe, mais voilà, en tout cas comment t'adaptes ton business au fil de l'eau. Je trouve ça hyper intéressant de voir tous les pivots que t'as fait, donc j'ai hâte de voir s'il y en a d'autres de prévus ou pas. On verra, je ne sais pas. À bientôt, merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.